Daniel Perrin Rochapita, bonjour. Bonjour. Bonjour, professeur. Merci d'avoir accepté cet entretien pour les éditions de Magma, Revue internationale en sciences humaines et sociales. J'apprécie vivement votre collaboration au sein de la revue et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter à toutes nos lectrices et nos lecteurs. Anthropologue franco-brésilienne, ancienne professeure de l'Université fédérale de Pernambuco au Brésil. Née en France, vous êtes parti en 1949 pour le Brésil, où vous avez fait vos études secondaires. Revenu en France, c'est en 1967 que vous allez entreprendre des études supérieures en sciences sociales avec Gilbert Durand, et vous allez découvrir l'émerveillement de la dimension symbolique de l'existence. Votre doctorat d'État en sciences humaines sera d'ailleurs sous la direction de Gilbert Durand. Une autre rencontre clé dans votre parcours, celle avec Roger Bastide en 1973, il vous a conseillé de faire vos recherches sur l'imaginaire à partir du terrain à Recife au Brésil, où vous avez été professeur d'anthropologie pendant 40 ans. C'est sous votre initiative qu'a été fondé le premier centre de recherche sur l'imaginaire du Brésil. Vos recherches se situent ainsi dans le cadre de l'anthropologie de l'imaginaire. Vous avez récemment mentionné Roger Bastide. Il disait qu'au Brésil, il suffisait d'enfoncer un doigt dans la terre pour que jaillisse l'imaginaire. Racontez-nous ce jaillissement de nos manières de vivre, de penser et de rêver à partir du terrain concret et vif de l'imaginaire complexe brésilien. Bien, professeur, vaste programme. Je veux d'abord vous remercier pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler et communiquer avec tout le groupe que vous organisez. Et je veux dire que je suis une grande admiratrice de votre travail, que malheureusement, j'ai pas assez le temps pour m'approfondir parce que j'ai trop d'activités malgré le fait d'être à la retraite. Mais même de loin, je peux admirer le grand travail que vous faites par rapport non seulement à l'imaginaire, mais à la joie de vivre, à l'amour, etc. Donc voilà, je suis très heureuse d'être en rapport avec vous, euh, même par vidéo. Et bon, alors j'avais prévu, n'est-ce pas, de vous raconter ma petite histoire, mais vous avez déjà tout dit. Donc, on commence par votre question. Je suis en fait, je suis arrivée au Brésil à l'âge de 5 ans en 1949, comme vous l'avez bien dit. Et évidemment, j'ai été tout de suite, j'ai une double langue maternelle, donc, et je suis aussi bien française que brésilienne. Comme toutes les personnes dans ce cas, n'est-ce pas? En fait, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre parce que je suis des deux côtés. Et ce qui, par rapport à l'anthropologie, est une très bonne chose. C'est un bon exercice, n'est-ce pas? Et donc, vous me demandez, vous me posez la question sur l'imaginaire brésilien. Il y a vraiment beaucoup de quoi dire parce que c'est avec beaucoup de propriété que Roger Bastide m'a donné ce conseil, surtout dans le nord-est du Brésil. Le sud du Brésil est plus occidentalisé, mais le nord-est a des influences indigènes et africaines très, très marquées. Donc, il y a une variété culturelle, une variété de ce qui, dans notre cas, nous intéresse, une variété de mythologies qui sont présentes, n'est-ce pas, dans le quotidien, dans la tête des gens. Et le centre de recherche sur l'imaginaire donc de Recife, comme vous avez dit, fondé en 1974, a toujours eu ce grand intérêt de voir comment
individuellement dans la tête de chacun, ces diverses mythologies arrivaient à dialoguer. Et voilà que c'est quelque chose d'absolument passionnant, n'est-ce pas? C'est vraiment très, très, très intéressant. Et donc, nous avons beaucoup employé à Récif et dans le groupe le test AT9 d'Yves Durand, qui est un archétype test à 9 éléments, qui est un test projectif. Et ce test a plusieurs niveaux d'analyse. Et c'est une analyse qui peut être plus faite du côté de l'individualité ou plus du côté de la collectivité. Ce qui nous intéressait, bien sûr, c'était les mythes présents dans ces tests. Très souvent explicites, n'est-ce pas, avec des références à des dieux, à des personnages mythiques nommés, et d'autres fois d'une manière plus subtile, où on pouvait les deviner derrière le discours. Et donc, plusieurs recherches ont été faites, plusieurs textes. J'ai écrit plusieurs textes là-dessus, en montrant comment ces divers niveaux mythiques pouvaient dialoguer entre eux. Et bon, ce groupe continue jusqu'à présent. Nous sommes, depuis 1974, il y a un groupe d'études qui existe, qui continue à exister maintenant virtuellement. C'est un groupe international. On se réunit tous les mardis après-midi pour discuter sur les imaginaires non seulement brésiliens, mais sur la théorie, la méthode. Il y a des traits caractéristiques et spécifiques à l'imaginaire brésilien. Ah oui, sûrement. Sûrement. Alors, on peut remonter loin. Il y a une question que je reprends souvent, qui est la question de la logique. Et très souvent, du fait de cette, comment on dit, de ce mélange de cultures, très souvent, l'attitude individuelle au quotidien n'est pas du tout ce qu'on appellerait logique. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à une logique binaire, euh, comme on la connaît, n'est-ce pas, apportée par l'Occident. Ce qui déroute beaucoup les gens. Au départ, quand je suis arrivée dans le nord-est du Brésil, alors que j'avais été élevée dans le sud, quand je suis arrivée au nord-est, je ne comprenais pas ce que les gens disaient. Et je ne comprenais pas parce que euh, la manière de s'exprimer partait d'abord d'une affirmation et après d'une négation. Et j'ai trouvé cette semaine, de manière très intéressante, un petit conte de Mia Couto qui raconte justement qu'en Afrique, dans son village, c'est ce qui arrive, n'est-ce pas? Les personnes ne peuvent pas dire non. Alors, on lui dit, aujourd'hui c'est samedi, et en fait c'est dimanche, il dit, oui, c'est samedi, mais demain ça sera dimanche. Enfin, je veux dire, il affirme et il nie ensuite. Et c'est ce qui arrive beaucoup, n'est-ce pas, dans le nord-est du Brésil. Est-ce que tu vas au cinéma demain? Oui, mais j'irai peut-être après-demain. Et donc, quand on n'est pas habitué, on comprend mal. Mais ça, c'est un tout petit exemple, mais c'est très subtil dans la conversation du quotidien, n'est-ce pas, cette logique autre, une logique multiple. Et bon, ce qui est spécial aussi, c'est dans le Nord-Est, l'influence très grande des cultures africaines, où nous avons, n'est-ce pas, la présence des Orishas, qui sont des entités sacrées très puissantes et qui sont des expressions de la nature. Et bon, c'est une très longue histoire de persécution par l'Église catholique, actuellement par les pentecôtistes, mais qui, malgré tout, en fait, ces religions sont déjà le résultat d'un syncrétisme des religions qui sont venues d'Afrique. Et en arrivant comme esclaves, les personnes ont dû faire un arrangement déjà pour s'entendre, n'est-ce pas, de ces diverses cultures. Et puis, après, le dialogue avec la culture occidentale
avec les églises. Donc, malgré toutes ces persécutions, la langue se maintient, la langue yoruba se maintient dans les cultes africains et qui présente une autre logique et une autre vision du monde que celle du groupe autour. Et si j'ai le temps de vous raconter ça, et j'ai appliqué une fois le test AT9 dans un groupe afro-brésilien et la personne a divisé la page en deux, comme ça. Et en haut, elle a fait un tas de gribouillons et en bas, elle a fait une belle maison avec des arbres, etc. Et l'histoire qu'elle a racontée, c'était une histoire qu'elle était au quotidien dans la rue, elle se faisait agresser, je ne sais quoi. Et puis elle arrivait dans la maison de culte. Donc ce test a été exactement le portrait du vécu des gens du candomblé, des gens de la religion afro-brésilienne, qui au niveau du quotidien dans la rue, en contact avec la vie telle qu'elle y est organisée, sont persécutés, sont dévalorisés, etc. Et la maison de culte qui est un petit morceau d'Afrique où ils peuvent être comme ils sont, cultiver leur Dieu, etc. Donc c'est une petite anecdote, mais c'est un bon portrait de ce qui se passe au quotidien au Brésil. Et donc on voit l'importance, n'est-ce pas, quand Roger Bastide disait que l'imaginaire jaillit au Brésil, c'est parce qu'on vit au Brésil, au nord-est au moins, encore dans un monde sacralisé, un monde qui est encore enchanté, qui ne s'est pas encore désenchanté, bien qu'en ce moment, on passe par un très mauvais moment là-bas, n'est-ce pas? Mais jusqu'ici, au moins, on avait réussi à maintenir l'enchantement du monde. Oui, quand vous parlez de la logique binaire, je pense justement à, à- à la pensée de Roger Bastide quand il récusait toute opposition entre ce qui est donné, prochain et connu, et ce qui est lointain. Lointain. Donc, Ouais. donc, relier tout ce qui n'est pas à côté de nous, ce qui n'est pas tout à fait parfois compréhensible, oui. Tout à fait. Il y a aussi toute la dimension indigène parce que on dit facilement, n'est-ce pas, dans le langage quotidien, les Indiens, mais les Indiens, en fait, ils ont diverses cultures tout à fait différentes. Si on rentre dans la terminologie de Gilbert Durand, il y a des cultures qui sont héroïques, d'autres qui sont mystiques, d'autres qui sont synthétiques. Donc, c'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Et donc, il y a encore un syncrétisme entre les diverses cultures indigènes qui se retrouvent dans la ville, qui se retrouvent en dialogue aussi bien avec les valeurs occidentales qu'africaines. Donc c'est absolument passionnant. C'est pour ça que l'imaginaire jaillit vraiment et, et de manière très complexe et très vivante et très puissante. Vos recherches se sont surtout focalisées sur l'imaginaire du nord-est du Brésil. Et, et vous avez développé aussi des études comparatives basées sur ce test anthropologique créé par Yves Durand et qui reprenait la théorie des structures anthropologiques de Gilbert Durand. Mais vous avez cité l'ATL9 que vous avez créé vous-même, mais si on peut y revenir, quelle est la valeur ajoutée de votre ATL9, ce qu'il ajoute en termes de compréhension au sujet des représentations individuelles et de l'imaginaire symbolique et social? Voilà, donc j'ai une fille qui est architecte, qui a donc travaillé en fait sur la ville de Nantes, près de chez vous, je pense, et entre autres choses. Et elle me demandait souvent, et comment est-ce que j'intègre euh, tes connaissances, tes études sur l'imaginaire dans mes recherches en architecture. Voilà, je me suis bien cassé la tête. Et puis j'ai dit,
voilà ben, ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, c'est transformer la T9, qui est tellement utile, n'est-ce pas, qui travaille donc avec 9 archétypes. Et je me suis dit, on pourrait transporter ça sur une carte géographique. Donc, à l'époque, il y a longtemps, je ne sais même plus en quelle année c'était, ça fait assez longtemps, j'ai eu cette idée de faire une carte d'un quartier, de faire, je ne sais pas si c'est une carte qu'on dit en français, une map en portugais, une carte géographique Une du carte quartier, géographique, oui. voilà, et de demander aux personnes, bon, avant ça, de faire un relevé des habitants, de faire pour que ça soit significatif, et de demander aux personnes de dessiner les 9 archétypes dans le plan. D'abord de se situer leur maison, pour être bien sûr qu'ils savent où ils sont, et de mettre les principaux bâtiments, l'église, le marché, etc. Et que les personnes puissent alors dessiner les 9 archétypes dans le plan. Et après, on leur demandait ce que signifiait chaque archétype pour eux. Et on notait donc cette signification. Et là, on trouve des choses absolument étonnantes, incroyables. On a trouvé dans le quartier que ma fille étudiait un endroit qui était très, très positif et qui était en dehors de la ville, en dehors du plan du quartier. Et par contre, le local qui était le local autour de l'école avait énormément de symbolisme négatif. Alors, il faut se demander pourquoi, qu'est-ce qui arrive, n'est-ce pas? Donc, l'équipe est retournée sur le terrain pour interroger les gens. Et ce qui arrivait, c'est le suivant, autour de l'école, dans cette école, il y avait eu un assassinat. Un étudiant avait assassiné un professeur. Et depuis, n'est-ce pas, les gens avaient tout ce qui était des sentiments de peur, d'angoisse, de rejet de situation, se concentrait autour de cette école. Et le côté positif qui était là-bas, en dehors de la ville, eh ben, c'est un endroit où habitaient des personnes qui étaient sans toit, comme on dit en France, ceux qui Sans-abri, sans-abri. sans abri, voilà. Et il y avait des ruines où les gens donc habitaient, ces gens-là habitaient, et les gens du village leur apportaient à manger, leur apportaient des couvertures, etc. Donc c'était le lieu de la solidarité. Et ben, on a trouvé ça donc sur les cartes, on n'aurait pas trouvé autrement, par le simple discours d'individus, n'est-ce pas? Bon, après, ça a été repris, cette étude a été reprise au Mexique, dans d'autres endroits où on a trouvé des choses absolument intéressantes aussi. Donc, à tel 9, c'est le test archétypal de 9 éléments du lieu. Le L, c'est le L du lieu. Et il est important de souligner que vous êtes la présidente de l'Association nationale Illes Seti de l'imaginaire au Brésil, fondée en 1995. D'où vient le nom de l'association? Alors, voilà. La première idée d'un des membres qui m'ont aidé à fonder l'association, il voulait mettre Maison de l'imaginaire. Mais il y avait déjà tellement de maisons, il y a des maisons commerciales et des maisons enfin, de toutes sortes. Ça ne me séduisait pas tellement. Alors je me suis dit, j'aurais bien voulu une maison, mais une maison bien brésilienne. Donc j'ai cherché, et voilà, dans la langue yoruba, donc qui est parlée dans les cultes afro-brésiliens, maison se dit ilé. Et chez les Indiens Fumio, qui ont une langue qui s'appelle Yaté, et avec lesquels j'ai travaillé pour ma thèse de doctorat, maison se dit Seti. Donc, Ilé Seti, c'est une association maison de l'imaginaire, mais bien brésilienne. Voilà.
c'est un peu ça. Donc, Et, maison deux fois, mais en langue. ouais, autochtone. Et ça, en fait, cette association a servi au long des années à soutenir le groupe d'études sur l'imaginaire, qui d'abord s'est appelé Centre de recherche sur l'imaginaire, et puis quand elle est passée à l'université fédérale, elle s'est appelée Nucléo d'études sur l'imaginaire, et qui était donc dans une structure universitaire difficile, lourde à gérer. Et donc, l'association a été créée pour lui donner un appui. Quand, quand il s'agissait d'organiser les cycles d'études, il y en a eu 16, n'est-ce pas, cycles d'études. Quand il s'agissait d'organiser ces cycles, les inscriptions étaient faites à travers l'association, ce qui nous permettait de gérer les finances. Parce que sinon, à travers l'université, ce serait été difficile. Donc, ces cycles étaient organisés simultanément par l'université et l'association ILECETI. Un tout premier article publié dans un recueil de textes lors du premier cycle d'études et conférences sur l'imaginaire que vous avez réalisé en 1977. Et depuis, vous avez fait bien 16 rencontres avec l'association ILECETI. Et c'était un article par rapport à votre travail sur l'imaginaire dans l'art. Et vous avez ainsi exprimé vos pensées. Une œuvre d'art propose une vision globale du monde sensible et un système cohérent de réponses aux problèmes sociaux et existentiels du monde contemporain. Ainsi, la liberté de chaque artiste et sa créativité génèrent de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités d'action. Alors, je vous demande, quelle est aujourd'hui votre vision de l'art? Quand je suis arrivée à Recife, donc au nord-est, comme je disais, j'ai eu un choc culturel, n'est-ce pas? Et je me suis dit, comment comprendre cette culture, comment arriver à dialoguer avec une culture que je ne comprends absolument pas. Et avoir recours à qui? À l'art, n'est-ce pas? Donc, ce que j'ai fait tout de suite, c'est de lire un livre de Ariano Suassuna, qui est un grand écrivain du Nord-Est, qui, entre autres, a écrit un livre qui s'appelle A Pedra do Reino. Et une fois ayant lu ce livre, voilà, ben, j'ai tout compris. J'ai compris la culture dans laquelle j'étais, j'ai compris les rapports qui s'établissaient. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'alors qu'Ariano Suassuna n'avait pas lu Gilbert Durand, et il a trois personnages dans son livre qui sont exactement, qui se rapportent à la structure héroïque, mystique et synthétique. On dirait que ça a été fait pour illustrer la théorie de Gilbert Durand. Et alors, c'est très, très intéressant parce que dans ce roman, les rapports qui s'établissent entre les trois structures de l'imaginaire sont bien celles que Gilbert Durand décrit, mais dans un contexte qui est celui du Nord-Est. Donc, du coup, on comprend comment les trois structures s'articulent. Et ça, on le comprend à travers une œuvre d'art, à travers le roman. Ça serait difficile de transformer en démonstration théorique ce qui se passe dans le roman. Et on le comprend à travers l'art. Et bon, une fois cela fait, n'est-ce pas, je me suis demandé et comment connaître cette culture. Bon, je sais qu'il y a énormément de bibliographies entre sur les rapports entre l'art et la culture et la société, mais ma question c'était comment ça se passe ici, qu'est-ce que l'art d'ici a à nous apprendre sur le quotidien, sur la société, sur la mythologie. Donc je me suis penchée sur deux grands artistes de Recife qui sont Brennan et Jonquin. Et donc, j'ai essayé de faire une mythocritique de leurs œuvres. Ça,
J'étais encore jeune, c'est pas allé très loin, mais ça m'a rapporté quand même quelques connaissances. Et après ça, beaucoup de mes étudiants ont fait ce genre d'analyse, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'artistes qui ont été analysés de ce point de vue. Et ce qui me semble extrêmement important, c'est que dans l'expression artistique, on retrouve la même caractéristique que dans le quotidien, parce qu'il y a tout le temps un dialogue qui s'établit. Un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue théorique, c'est un dialogue qui a des conséquences dans l'immédiat du quotidien. Et donc, les études que mes étudiants ont fait sur les divers artistes présents ont bien établi, ont bien donné forme à ce dialogue, n'est-ce pas? On y retrouve les mêmes mythes, les mêmes dimensions symboliques, mais avec des dialogues un peu différents, évidemment, parce que comme je dis là dans l'article et que tout le monde sait, d'ailleurs, n'est-ce pas, chaque artiste individuellement crée de nouveaux rapports au monde et au quotidien. Donc, pour étudier une culture, à mon avis, on passe obligatoirement par l'art. Un grand merci, Merci. Daniel Perrin-Rochapita, pour cet Très bien. entretien très intéressant et passionnant. Merci.